monde, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier j'avais fait une vidéo bilan du printemps japonais et j'ai voulu un petit peu réitérer l'expérience cette année, mais plutôt avec des livres et aussi des films, parce que j'ai pas forcément eu le temps de lire beaucoup de livres pour ce printemps japonais, mais j'ai vu quelques films et je trouvais que ça pouvait être très sympa de vous en parler. Je commence avec Dans l'œil du démon de Junichiro Tanizaki. C'est la deuxième œuvre de Tanizaki que je lis, puisque j'avais déjà lu Un amour insensé que je recommande, c'était vraiment un beau livre. Donc dans L'œil du démon, c'est clairement des inspirations, on va retrouver vraiment des inspirations d'Edgar Allan Poe, qui est même carrément cité dans les pages du roman de Tanizaki. Le personnage principal est un écrivain qui est aussi donc le narrateur, et ce personnage va recevoir un soir un appel un petit peu étrange d'un de ses amis. L'ami qui l'appelle, c'est un personnage qui s'ennuie un peu mais qui a beaucoup d'argent, et il propose à l'écrivain ni plus ni moins d'assister à un meurtre. Il dit qu'il a découvert des messages codés et il pense qu'un crime aura lieu à telle heure, tel endroit dans Tokyo. Donc notre écrivain se retrouve embarqué avec lui dans une espèce de labyrinthe avec des jeux de miroirs, un aspect un peu voyeur, des apparences trompeurs, des messages secrets. Donc vraiment une ambiance un petit peu mystérieuse qui est vraiment très réussie de la part de Tanizaki. Vraiment, j'ai vraiment eu la sensation tout le long de ma lecture qu'il s'était vraiment beaucoup amusé à écrire cette histoire, qu'il avait pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et j'en dis pas, j'ai pas trop envie d'en révéler plus sur l'histoire, mais voilà, ça repose vraiment sur tout un jeu d'apparence, un jeu de tromperie, de suspense. Il y a aussi du glauque et du macabre, c'est ce qu'on retrouve chez Edgar Allan Poe. Et finalement, auquel Tanizaki n'a pas grand chose à envier, je pense. Donc voilà, on est dans l'étrange, le suspense, il y a un aspect un petit peu policier aussi, je pense on peut le dire. Et clairement c'est un petit récit court, ça savoure comme un bonbon. Donc si vous aimez bien ce genre de choses, si vous aimez les ambiances mystérieuses avec un petit peu de glauque et un peu de macabre, juste ce qu'il faut, je pense que vous allez adorer cette lecture. Ensuite, j'ai lu Kitchen de Banana Yoshimoto, qui est suivi d'une petite nouvelle qui s'appelle Moonlight Shadow, sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Donc dans Kitchen, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mikage, qui vivait avec sa grand-mère dans un petit appartement, et le jour où sa grand-mère décède, Mikage a beaucoup de mal à accepter ce deuil, elle se retrouve seule, elle a vraiment du mal à se remettre de cette perte, et il y a un de ses camarades de classe qui va lui proposer d'aller habiter avec lui et sa mère dans leur grand appartement. Mikage va alors rencontrer cette famille, ce duo, puisque c'est juste une mère et son fils, et elle va s'attacher beaucoup à eux, mais aussi à leur cuisine. Mikage, c'est quelqu'un qui apprécie les cuisines, c'est des lieux qui la rassurent, qu'elle aime, et elle travaille aussi même d'ailleurs dans la gastronomie, on le verra par la suite, et donc il y a vraiment un intérêt aussi avec le fait de cuisiner, et elle a tout un lien particulier finalement avec le lieu de la cuisine et les objets qui peuvent composer ce lieu-là. C'est une histoire qui va principalement parler de l'acceptation du deuil et le fait de réussir à avancer, à continuer sa vie après ce type d'épreuve. Donc c'est un récit vraiment très touchant. Le tout est fait dans un style aussi qui est vraiment très doux, très élégant, qui permet vraiment de parler de ce genre de thématique, mais de façon plutôt... je sais pas, plutôt douce quoi. On ressent pas de dureté vraiment dans le récit en tout cas. C'est presque même spirituel des fois je trouve, on le voit surtout dans la nouvelle Moonlight Shadow qui parle aussi du deuil. J'ai vraiment apprécié les personnages qu'on rencontre dans cette histoire, donc Mikage bien sûr, mais aussi ce jeune garçon là qui lui propose d'habiter avec eux en toute bienveillance vraiment. Dans l'histoire, le garçon ne semble pas du tout attendre quelque chose de la part de Mikage, vraiment c'est de l'accueil, de la générosité pure et simple. Et puis il y a aussi le personnage de la mère de ce garçon qui est Eriko. C'est une femme trans et c'est un personnage qui est elle aussi touchée par le deuil, puisque elle a perdu donc sa conjointe et elle a transitionné justement après la mort de sa conjointe. Donc on voit vraiment que c'est la mort, le deuil, c'est quelque chose qui va parsemer finalement la vie des différents personnages. Et ce qui est intéressant sur Eriko, c'est que on va avoir le point de vue de Mikage sur Eriko, et Mikage est très troublée vis-à-vis d'Eriko au début. Elle est à la fois fascinée et comment dire, curieuse, je pense tout simplement.
Mais c'est pas, comment dire, c'est pas une curiosité, je sais pas comment dire, c'est assez bienveillant en fait. Je trouve pas que ce soit intrusif, que ça soit non plus trop malsain. Je saurais pas trop comment expliquer, mais j'ai pas senti en tout cas de côté malveillant derrière ça, et même au contraire je trouve qu'il y a un regard qui est porté assez positif sur le personnage d'Eriko, même très très positif sur le personnage d'Eriko et même sur la communauté queer japonaise en général dans le roman, qui est aussi évoqué, et c'est quelque chose que j'avais encore jusqu'ici très peu vu, donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant, d'autant plus que l'histoire va nous parler d'un crime transphobe et même le dénoncer très clairement, et ça je m'y attendais pas du tout, parce que ouais je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Je sais pas quel est le regard de Banada Yoshimoto au fond sur ce sujet, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une approche plutôt saine vis-à-vis d'Eriko, mais en même temps engagée je pense aussi clairement. En tout cas certains choix le laissent penser. Et voilà, donc Kitchen, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, il y avait donc Moonlight Shadow, donc, qui est assez similaire, puisque là, cette fois-ci, on va suivre une jeune fille qui a perdu son amoureux il y a 2 ans, je crois, et qui n'arrive pas, en fait, à se remettre de ce décès horrible et violent, parce qu'il est mort dans un accident. Et elle va rencontrer, en fait, une jeune femme qui va lui faire découvrir un peu un lieu de recueillement un petit peu inhabituel. Donc un peu la même chose que Kitchen, c'était très doux, très beau en fait dans l'histoire. Et maintenant que j'y pense, ça me fait penser à un film qui s'appelle je crois De l'autre côté du rivage, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Bref, ça me fait penser à un film qui je crois parle justement de deuil, de fantômes aussi même je crois, et ça me fait drôlement penser à ça. Je vous remettrai l'affiche et le nom du film si je les retrouve, mais je crois que c'est De l'autre côté de la rive ou De l'autre côté du rivage, qui est un film japonais aussi. Enfin, j'ai lu Le bateau usine de Takiji Kobayashi, donc c'est un roman, je dirais, majeur de la littérature prolétarienne japonaise. Ça se passe au début du XXe, on va découvrir d'immenses bastions, des gros navires de pêche qui sont en fait d'anciens bateaux de guerre, d'anciens destroyers, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui ont été réhabilités à bas coût en bateau pour aller pêcher du crabe. Et l'idée c'est de concurrencer les Russes sur le terrain, donc sur ce terrain-là, et notamment dans la mer du Kamtchatka. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est une zone qui se situe à peu près au nord-ouest du Japon, donc dans l'océan Pacifique si je ne me trompe pas. Et donc on va avoir des travailleurs qui pêchent le crabe et qui vont faire le conditionnement en fait dans le même bateau, donc tout se fait au même endroit finalement. Et il faut savoir qu'à l'époque c'était un produit qui était vraiment un produit de luxe et qui était un produit aussi très prisé. Kobayashi va nous raconter d'abord l'embauche qu'il y a sur ces navires, comment ça se passe, et on voit que les ouvriers, les pêcheurs sont recrutés extrêmement jeunes. On a des enfants, des jeunes garçons de 12-13 ans qui sont recrutés, des étudiants aussi, et que globalement on a une population qui est vraiment très jeune. On va avoir différents corps de métier, donc plutôt des gens spécialisés dans la navigation, donc des marins, des matelots, des pêcheurs bien sûr pour récupérer les crabes, donc c'est eux qui vont partir dans des chaloupes qui se détachent du bateau usine et qui partent en mer récupérer des filets avec des crabes. Et enfin on a les ouvriers donc qui vont faire la mise en boîte, mettre les crabes dans les boîtes, donc faire le conditionnement finalement des crabes qui auront été pêchés. On va aussi avoir un contremaître, le capitaine du navire, et l'intendant Asakawa, qui est le seul personnage qui est désigné avec un nom durant toute l'histoire. Donc il est vraiment isolé avec ce nom, il est vraiment mis à part en tout cas, parce que tous les autres personnages sont désignés soit par leur métier, soit par un surnom qui caractérise quelque chose de leur physique ou de leur façon de s'exprimer en tout cas. Et cet intendant, c'est vraiment un homme horrible. Il est prêt à tout pour vraiment rentabiliser les profits de son employeur à n'importe quel prix. Il va faire ça au détriment de la santé, voire même de la vie des différents travailleurs, des marins, des pêcheurs et des ouvriers sur le bateau. Et ce qui m'a marqué, surtout dans ce livre, c'est que Kobayashi est vraiment très factuel dans sa description des événements. Moi je m'attendais à ce que ce soit, je sais pas, un petit peu alambiqué, qui a un style un peu particulier et pas forcément accessible. Je craignais vraiment ça, et pas du tout. Vraiment Kobayashi, il est dans l'explicite du début jusqu'à la fin, tout est très clair. Et c'est vraiment dur parce qu'on va suivre les conditions de vie et de travail de tout ce personnel sur le bateau, et voilà, ils ont des conditions de vie qui sont insalubres, les lieux sont sales, ils peuvent pas se laver, ils sont malades, ils sont carencés parce qu'ils sont très mal nourris, il y a des insectes qui commencent à infester les lits, qui se même mettent sur eux, sur leurs vêtements, il fait froid, ils sont toujours trempés, ils peuvent pas vraiment se réchauffer. Et ces descriptions des conditions de vie, de travail, ça m'a vraiment rappelé Le mineur de Natsume Soseki, qui se passe par contre au 19e siècle, mais qui décrit voilà, les conditions de travail
des mineurs, comme son titre l'indique, mais notamment des gens qui travaillent en fait, qui évoluent dans le Japon juste pour avoir un peu du travail, de montrer comment c'est complètement de l'exploitation humaine absolument atroce. Voilà, donc c'est des conditions vraiment similaires. Et bien sûr, après, il y a tout un lien à faire aussi, ça fait aussi un peu écho bien sûr à notre bon vieux Germinal national. Mais ne serait-ce que 2 romans japonais sur ce sujet-là, c'est vraiment intéressant de voir autant de parallèles à faire sur des périodes qui sont quand même pas non plus juxtaposées. Je crois qu'il y a quand même pas 100 ans, mais voilà, peut-être 60-70 ans qui s'écoulent entre les deux, à peu près. Ce qui est intéressant aussi dans le bateau usine, c'est que on va vraiment voir aussi tous les stratagèmes que met en place l'intendant pour vraiment optimiser le travail, forcer les gens à travailler. Il va essayer de monter les corps de métier les uns contre les autres pour essayer en fait d'engager une forme de compétition qui va encourager les hommes à travailler plus, donc à produire plus. Il n'hésite pas à envoyer des pêcheurs en mer alors qu'il y a une tempête dehors, risquer leur vie. Il refuse de sauver un bateau qui est en danger et parce qu'il estime qu'ils n'ont pas de temps à perdre à sauver les autres. Donc il y a un bateau avec plein de gens dedans qui coulent tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu leur venir en aide. Il force les malades à travailler et si les malades n'arrivent pas ou refusent de travailler, eh bien il les frappe. Il met des affiches en place pour encourager le travail et explique que si les personnes ne produisent pas assez, elles seront punies, elles seront torturées avec notamment des brûlures au fer chaud, enfin vraiment des choses absolument atroces. Et face à ça, en fait, on va avoir les hommes du bateau vont essayer de s'organiser, de s'unir pour pas se laisser faire. Donc dans un premier temps, c'est un mouvement qui va beaucoup être initié par les plus jeunes du bateau et qui vont essayer de proposer de créer des délégations dans chaque partie, dans différents métiers, dans différents lieux sur le bateau usine pour essayer de se faire passer les informations et de s'organiser. Et ils vont aussi notamment essayer de faire des grèves, notamment sous forme de débrayage, c'est-à-dire qu'ils ralentissent clairement le rythme quand ils commencent dans la production, notamment dans la partie conditionnement, pour vraiment perturber la chaîne de production et ne pas produire moins tout simplement, mais sans vraiment s'arrêter complètement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi voir un petit peu l'influence du communisme russe sur ces ouvriers japonais, sur ces travailleurs japonais. C'est un ouvrage que j'ai vraiment trouvé très percutant. Il faut savoir que ça a été censuré à l'époque et que Kobayashi a été emprisonné et torturé à mort pour avoir publié ce texte. Donc je pense que c'est hyper important de parler de ce récit-là. Alors apparemment c'est assez connu au Japon et c'est c'est un texte qui est très connu. Mais moi j'en avais pas trop entendu parler. Apparemment en France à l'époque il était connu aussi, Kobayashi, donc c'est hyper intéressant. Je vous recommande vraiment cette édition, les éditions Alia, parce qu'il y a un petit dossier à la fin qui explique un peu, qui contextualise un petit peu la publication de cette œuvre et qui était aussi Kobayashi. Kobayashi, c'était quelqu'un qui était issu d'une famille extrêmement pauvre, qui venait d'une famille de paysans et qui a eu une sorte d'ascension sociale parce qu'il a pu faire des études et il a commencé à travailler dans une banque dont il a en fait critiqué les méthodes et le fonctionnement dans un de ses premiers ouvrages. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à s'engager très vite et qui s'est mis lui-même en danger pour pouvoir écrire ces textes-là. Donc je trouve que c'est assez fort et c'est important de parler aussi de ce type de roman. Donc je vous le recommande très, très vivement, même si accrochez-vous parce que c'est quand même des conditions révoltantes et difficiles. On va passer à la partie cinéma du coup et j'ai vu dans un premier temps Paprika de Satoshi Kon qui est sorti en 2006. Faut savoir que c'est le dernier film de cet auteur qui nous a quittés malheureusement peu de temps après. Alors Paprika ça va être une histoire de science-fiction, on est dans une société, dans une ville japonaise, je crois que c'est Tokyo, qui ressemble un peu au Japon contemporain, mais la différence c'est qu'il y a un nouveau traitement psychothérapeutique qui a été mis en place qui s'appelle le PT. C'est un espèce de petit appareil qu'on va placer derrière l'oreille et qui va entourer une partie du crâne. Et cet appareil permet en fait de lire les rêves des patients et de pouvoir les enregistrer comme on enregistrerait une vidéo ou un film. Et grâce à ça, on peut analyser les pensées, le subconscient, récolter en fait des données qui vont permettre de traiter certains des troubles des patients. Alors c'est encore en phase de test au début du film et le prototype, le DC Mini, vient de se faire dérober. Alors ça va créer une espèce de panique au sein de la communauté scientifique parce que le fait que quelqu'un s'approprie cet objet entre de mauvaises mains, en fait cet objet pourrait avoir un effet dévastateur.
Et on va suivre donc deux personnages principaux donc le docteur Tokita donc, qui a créé le Dissimini, mais surtout le docteur Atsuko Shiba qui est donc sa collègue et qui est donc vraiment le personnage principal. Alors Atsuko Shiba, c'est un personnage qui est très réservé, qui est très sérieux, qui est très sage, mais elle a un alter ego qui s'appelle Paprika, qui est une femme aux cheveux courts, aux cheveux rouges. Et cette femme, Paprika, eh bien, c'est l'alter ego que Atsuko Shiba utilise quand elle est dans le subconscient, dans les rêves de ses patients, justement pour les soigner. Et c'est sous cette apparence-là, à la fois sous son corps réel, mais aussi grâce à son alter Paprika, qu'elle va essayer d'explorer les rêves pour essayer de comprendre qui a volé le Dissimini et pourquoi. Ça fait beaucoup d'explications, l'histoire elle peut sembler très très compliquée comme ça, mais honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé dans Paprika, moi justement, c'est sa lisibilité. Ça peut pas paraître, c'est pas évident comme ça parce qu'on peut se dire que voilà, l'histoire est complexe, il y a aussi beaucoup de choses à l'écran, c'est très riche, c'est plein de clins d'œil et de références, mais je trouve que jamais je me suis sentie perdue ou larguée dans l'histoire parce que les choses nous sont bien expliquées et qu'il y a toujours une phrase, il y a toujours un dialogue qui vient expliciter la situation quand on peut avoir un doute dessus. Donc je trouve que ça fait vraiment que malgré la complexité, en tout cas l'envergure on va dire de l'histoire, c'est pas compliqué à suivre finalement, on n'est pas vraiment perdu. Et moi j'ai trouvé ça extrêmement prenant comme histoire. Voilà, c'est une espèce d'enquête onirique avec un thème plutôt original. Moi je trouve ça intéressant d'essayer de parler de comment on peut se servir des rêves des personnes et de pensée, de subconscient pour essayer de soigner certains troubles. Voilà, et je trouve aussi que voilà, c'est une animation qui est superbe, les mouvements, les animations des mouvements sont absolument incroyables, il y a beaucoup de choses à l'écran, c'est aussi très très coloré, vraiment pour moi c'est un bijou d'animation, Paprika, clairement. Je trouve aussi que les personnages sont assez chouettes, moi c'est quand même intéressant de montrer que c'est un personnage féminin qui est le personnage principal, bon c'est assez fréquent hein, chez Satoshi Kon, mais bon c'est intéressant de le souligner. Il y a aussi le docteur Tokita avec qui j'ai vraiment eu du mal au début parce que c'est un personnage qui pour moi était vraiment traité avec un regard grossophobe hein, parce que c'était un peu le cliché du nerd qui mange mal, etc. Qui est très infantilisé aussi et ça me dérangeait beaucoup. Mais avec la fin du film, je dirais que c'est un personnage qui est pas si maltraité que ça, ou en tout cas Satoshi Kon a voulu offrir quelque chose de différent à ce personnage. Je vais pas trop vous en dire plus pour éviter de spoiler, mais disons qu'il y a vraiment des nuances dans son traitement par rapport aux clichés grossophobes qu'on peut croiser en général. C'est pas un personnage qui finit mal, qui se fait harceler, au contraire il lui arrive des choses plutôt chouettes et j'avoue que c'était un côté plutôt positif, je trouvais ça plutôt positif et ça a été une bonne surprise. Après je pense quand même qu'il y a un regard pour moi qui est discriminant sur ce personnage, mais déjà je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir notamment dans les œuvres japonaises. Les musiques sont très bien également, moi j'aime beaucoup la musique aussi du générique qui est assez connue, je crois que tous les fans du film la connaissent très bien cette chanson. Donc voilà, je suis ravie d'avoir vu cet autre film de Satoshi Kon. J'avais déjà vu Perfect Blue qui est vraiment un autre film que je trouve absolument brillant. Mais j'ai toujours un peu de mal à le conseiller parce que c'est un film qui est très violent. Psychologiquement, voilà, ça parle de trauma, c'est assez dérangeant, ça fait peur, ça prend aux tripes, faut quand même avoir le cœur un peu accroché pour le regarder, Perfect Blue, même si c'est un excellent film. Paprika, je vous rassure, c'est plus accessible, c'est moins violent, c'est beaucoup plus soft, et voilà, je pense que ça peut être une bonne façon de découvrir Satoshi Kon, peut-être, je suis pas une experte, mais en tout cas je trouve que c'est un super film et j'étais très contente de pouvoir le découvrir. J'ai vu Conte du hasard et autres fantaisies de Ryosuke Hamaguchi. C'est un réalisateur dont on entend pas mal parler ces derniers temps en France, j'ai l'impression, parce qu'il a sorti plusieurs films. Il a sorti la série de films Senses qui est actuellement disponible sur Arte. Je les ai pas encore vus, mais il faudra que je me prévoie. Et il a aussi sorti Drive My Car l'an dernier qui avait eu beaucoup de succès. Et donc cette année il sort Conte du hasard et autres fantasy qui se présentent un petit peu sous la forme d'un triptyque. On va suivre 3 histoires qui n'ont rien à voir entre elles si ce n'est le fait qu'elles se passent toutes les 3 dans le Japon contemporain. La première histoire, ce sont 2 femmes, 2 collègues qui rentrent ensemble en taxi chez elles. Et l'une d'elles va raconter à l'autre qu'elle a rencontré un homme avec qui elle s'entend très bien et qu'elle apprécie.
Et elle s'interroge un peu parce que l'homme lui a confié qu'il y a 2 ans il avait été trompé par son ex-copine et que ça l'avait beaucoup marqué et qu'il avait eu du mal à se remettre de ça, qu'il ne savait pas aujourd'hui s'il était encore prêt à entamer une nouvelle relation. Donc elle se questionne un peu par rapport à ça et bon voilà, elle discute et finalement elle arrive chez elle, donc elle descend du taxi. Et l'autre femme qui restait dans le taxi demande alors au taxi de faire demi-tour. Et il se trouve en fait qu'elle va rejoindre l'homme dont parlait son amie juste avant, parce qu'en fait elle connaît cet homme, et tout simplement c'est en fait l'ex qui l'a trompée il y a 2 ans. Je n'en dis pas plus, mais ce conte va être un petit peu un retour sur la relation passée de ces 2 personnages, de comment ils envisagent leur rapport aujourd'hui, ça va parler de la culpabilité en fait du personnage qui l'a trompée, pourquoi est-ce qu'elle l'a quitté, elle explique qu'elle ressent voilà, quand même de la culpabilité parce que même si à l'époque elle estime qu'elle avait de bonnes raisons de le faire, elle n'est pas heureuse d'avoir pu blesser quelqu'un de cette façon-là. Donc c'est assez intéressant parce qu'elle va vraiment questionner son rapport à cette relation aujourd'hui et dans le passé, et c'est assez intéressant cette réflexion sur ses choix, ses sentiments. La deuxième histoire est beaucoup plus malaisante et dérangeante. Elle commence sur une scène d'humiliation. Il y a un étudiant qui est dans le bureau de son professeur qui est à genoux en train de le supplier d'obtenir, je crois, un poste ou un diplôme, je sais plus exactement. Et en fait tout le monde voit la scène parce que la porte du bureau est grande ouverte et le professeur refuse d'accorder à l'étudiant ce qu'il veut. Un peu plus tard, on va voir cet étudiant dans son appartement et il accueille son amante chez lui. C'est une femme qui on voit un peu plus âgée que lui, et, elle est aussi étudiante, mais par contre elle a un mari et une fille à côté. Et on apprend du coup au fil des discussions qu'ils ont que c'est une femme qui a des relations sexuelles avec d'autres personnes, mais qu'elle ne le dit pas à son mari. Enfin voilà, elle est libertine, je pense, c'est comme ça qu'on dit. Et elle vit comme ça, et l'étudiant en fait allume la télé. Et il voit le professeur à la télé qui fait la promo du livre qu'il vient d'écrire et pour lequel il reçoit des prix prestigieux. Alors quand il voit le professeur à la télé, il a tout de suite du ressentiment, il a de la jalousie, il repense à l'humiliation qu'il a vécue, etc. Et il explique à son amante qu'il aimerait bien le piéger. Il voudrait bien qu'elle aille le séduire pour lui porter préjudice tout simplement. Et Laurel au début elle est pas trop pour parce qu'elle a lu le livre, elle aime beaucoup le livre et puis elle apprécie ce professeur, elle le respecte. Mais bon, l'étudiant va lui faire un petit peu du chantage affectif et elle va finir par accepter. On va donc aboutir à une espèce de scène tellement bizarre et gênante, une espèce de tentative de séduction mais qui en est presque... Enfin, qui est un peu drôle et ridicule en même temps quoi, parce que l'auteur, je pense, accentue volontairement les côtés... malaisant de la situation pour nous faire rire, je pense, et nous montrer à quel point c'est absurde ce qui se passe. Je vais y revenir un petit peu après, mais c'était quand même une drôle d'histoire, ce deuxième conte, mais j'ai trouvé super intéressant. Le troisième conte, ça va raconter l'histoire d'une femme qui revient dans la ville dans laquelle elle a fait ses études de lycéenne, et son lycée tout simplement, et elle va à une réunion des anciens et on voit clairement qu'elle est à la recherche de quelqu'un, mais qu'elle ne trouve pas cette personne. Et elle repart vraiment déçue de la ville, et au moment où elle prend l'escalator pour rejoindre son train, elle croise le regard d'une autre femme, elles se retournent toutes les deux, et finalement elle retourne sur leur parc pour se rejoindre, et elles se reconnaissent, ce sont en fait 2 amies de lycée qui ne s'étaient pas vues depuis 20 ans. Donc c'est une histoire, vraiment une belle histoire de retrouvailles, de rencontres aussi, j'en dis pas plus. Qui va aussi parler un petit peu d'amour et de comment les femmes évoluent dans la société japonaise, donc c'est vraiment très intéressant. Alors vous l'aurez compris, le point commun de ces 3 contes, c'est que ce sont des 3 histoires qui vont parler de relations amoureuses et sexuelles, mais aussi 3 histoires qui vont suivre le point de vue de personnages féminins, et de personnages féminins que je considère un petit peu comme stigmatisés dans la société japonaise, ou en tout cas presque considérés même comme moralement répréhensibles. On a la femme qui a trompé son conjoint, la femme qui est libertine, et la troisième femme qui est lesbienne. Alors ça c'est vraiment fou, j'arrive pas à y croire parce que quand j'ai vu le personnage, j'ai eu une empathie mais incroyable pour elle, et là elle est lesbienne, j'étais en mode waouh, trop bien. Ça m'a fait extrêmement plaisir de trouver un personnage lesbien dans ce film, d'autant plus que c'est mon histoire préférée parce que c'est l'histoire que je trouve la plus belle, la plus douce. C'était vraiment, j'étais hyper surprise, ça m'a fait vraiment très très plaisir de voir ça déjà au cinéma, mais encore plus je crois dans du cinéma japonais, donc c'est un point que j'avais envie de souligner.
Donc c'est des femmes qui sont plutôt stigmatisées et qui ont même, ça se voit vraiment je trouve dans la deuxième histoire, puisque on suit une femme qui, voilà, qui est libertine mais qui va vraiment se dénigrer elle-même. Elle explique que voilà, elle aime vivre comme ça, mais que d'un côté elle assume pas du tout auprès de son mari et de ses proches, qu'elle a vraiment peur de se faire rejeter. En fait, il va se créer un rapport entre elle et le professeur qui va vraiment être très sain, parce que le professeur va vraiment la rassurer, lui dire que elle est pas idiote, que au contraire elle s'intéresse aux cours, elle pose des questions, que elle a plein de qualités, et il dit pas ça du tout dans une idée, dans un quelconque rapport de séduction. Non, il dit ça de façon très bienveillante, très sincère, je crois. Et c'est intéressant parce que ça désamorce complètement la première phase où on voit l'étudiant, où on a un peu pitié de l'étudiant, alors qu'en fait c'est lui qui est un peu toxique dans l'histoire, puisque c'est quelqu'un d'irrespectueux, qui méritait pas du tout son diplôme parce qu'il était mauvais, ça l'intéressait pas, il travaillait pas. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce deuxième conte, je vais pas trop m'étendre parce que bon, si vous avez pas vu le film c'est pas très intéressant, mais il y a vraiment plein de choses, de petits détails, de réflexions qu'apporte Hamaguchi que je trouve vraiment subtil, intéressant, parce que voilà, ça reste des contes, donc à chaque fin il y a un petit peu une sorte de morale si je puis dire. Voilà, le personnage dans la deuxième histoire, ça se finit pas très bien pour lui malheureusement, ou en tout cas partiellement pas, on va dire qu'il lui arrive pas des choses très chouettes à un moment donné. Mais c'est pas fait d'un point de vue du tout moralisateur, enfin j'aime pas dire, j'allais dire bien-pensance, mais c'est pas ça exactement, c'est plus, il n'y a pas de ton paternaliste un peu moralisateur à la fin de ces histoires-là, au contraire, il y a quelque chose de toujours positif, je sais pas, c'est subtil en fait à décrire, je ne saurais pas trop le dire, mais en tout cas c'est intéressant, ça apporte une réflexion sur ce que vivent ces personnages, sur les choix qu'ils font, sur tout simplement leur mode de vie aussi en général. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et puis pour moi c'est tellement... il y a un côté très marginal à choisir ce type de personnages féminins et de les mettre au centre des histoires et de raconter leur point de vue à elles, et je m'attendais pas du tout à ça, et je suis vraiment très contente d'avoir pu le voir. Il faut aussi savoir que c'est un film qui a très peu de plans différents, c'est un film qui est beaucoup basé sur les échanges de dialogue. Alors c'est très bien écrit, moi je trouve que ça permet vraiment de dévoiler, de témoigner de la personnalité de ces personnages, de montrer à quel point ils sont bien écrits, bien interprétés, mais ça reste bavard. Et je pense que je suis contente de l'avoir vu au cinéma, parce que voilà, être dans une salle fermée, on est obligé d'être concentré sur le film. Je suis pas sûre que si je l'avais vu chez moi, j'aurais été aussi attentive et aussi réceptive aux propos du film. En tout cas, c'était une belle découverte, je suis très curieuse de voir d'autres œuvres de Hamaguchi. On m'a dit que c'était quand même assez bavard en général, donc à voir. Ensuite, j'ai vu Ojin-sama, qui s'appelle aussi, je crois, Mademoiselle Ojin, de Kinuyo Tanaka, qui est sorti en 1962. Alors Kinuyo Tanaka, c'est une réalisatrice, une des pionnières réalisatrices du Japon. Elle a d'abord été actrice avant d'être réalisatrice, et elle était très connue en tant qu'actrice, ce qui lui a bien permis de... C'est ce qui vraiment lui a permis de pouvoir commencer à faire ses propres films. J'ai écouté un podcast sur Kinuyo Tanaka que je vous recommande chaudement, c'est Silence elle tourne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et il y a un épisode qui est complètement consacré à cette réalisatrice et à son histoire, donc je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas. Moi ça m'intéressait beaucoup parce que je me suis rendu compte que j'étais incapable de citer c'est rare pour moi de pouvoir citer facilement des réalisatrices, et encore moins au Japon. Honnêtement, je peux juste vous dire, aujourd'hui là, je peux juste vous citer Naomi Kawase et Kinuyo Tanaka. J'en avais une autre en tête, mais j'ai déjà oublié son nom, donc super. Et donc voilà, ça me paraissait important de chercher un petit peu ce genre de film aussi, et donc j'ai vu Mademoiselle Ojin. Alors, Mademoiselle Ojin, ça raconte l'histoire de Mademoiselle Ojin, waouh. C'est une femme qui est amoureuse depuis son enfance d'un homme qui est un chrétien pratiquant. Alors, l'histoire se passe à l'Artensho au milieu du XVIe siècle au Japon. Et c'est une période justement où le christianisme commence à être puni en fait par la loi. Peu à peu, les lieux de culte vont être interdits d'accès, puis la pratique même va être interdite. Et Mademoiselle Ojin aime un homme qui est pratiquant, chrétien pratiquant, et en fait, c'est lui-même qui lui a appris à croire en Dieu, avoir la... Comment dire, c'est lui qui lui a offert une Bible, etc. et qui en tout cas lui conseille de dédier sa vie à Dieu et de rester vierge toute sa vie, etc. Et
En gros, Mademoiselle Odin va être mariée de force plus ou moins à un marchand de thé qu'elle n'aime pas du tout et elle reste éperdument amoureuse de cet homme qu'elle connaît depuis son enfance et elle n'arrive pas à l'oublier. Et en fait le film va raconter un petit peu comment elle va essayer de s'émanciper de sa condition de mariée, de femme mariée pour rejoindre l'amour de sa vie en fait, tout simplement. Avec le fond justement, voilà, ce fond un petit peu historique sur la persécution des chrétiens au Japon. Et ouais, c'est un film que j'ai pas forcément trouvé extraordinaire, mais qui est assez fort, disons, dans ce que ça. Enfin, le sujet en fait à l'époque, on est quand même. C'est sorti en 62, je sais pas si vous contextualisez un petit peu, mais voilà, on parle d'une femme qui veut divorcer, qui veut se marier avec l'homme qu'elle aime, qui est extrêmement. Comment dire, qui est prête à tout en fait pour ça, et dont la force de caractère est assez quand même assez impressionnante et je trouve que c'est pas souvent qu'on a ce type de point de vue en tout cas et puis peut-être d'autant plus au Japon à l'époque. Je connais pas trop comment ont évolué les mouvements féministes au Japon à cette période-là, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir ce type de film. Donc c'était intéressant. Sachez qu'il est disponible sur YouTube en sous-titré anglais et que globalement en fait les films de Kinuyo Tanaka sont très compliqués, sont impossibles en fait à trouver, je crois quasiment. Mais il y en a quelques-uns qui sont disponibles sur YouTube, donc je pense que je vais aller regarder les autres. C'est pas son plus connu, Mademoiselle Odin, mais c'était pas mal. C'est le dernier film qu'elle a réalisé, je crois. Il y en a d'autres qui sont extrêmement connus, notamment un, je crois, sur la maternité, je sais plus. Ça s'appelle la maternité, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, ça a l'air très bien, c'est très très chouette et j'étais contente de découvrir cette réalisatrice et voilà, faut que je regarde d'autres films maintenant d'elle. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à me signaler si vous avez déjà lu ou vu ses œuvres et aussi vous en avez d'autres à me conseiller autour du thème du Japon. Je suis toujours preneuse et je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois. Salut!